Hey, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis dans un nouveau décor. En fait, je suis pas chez moi pour les fêtes. Je suis parti en vacances quelques semaines dans la maison de ma mère qui se situe en Grèce. Alors, comme j'ai pas mon matériel habituel, vous m'excuserez pour la qualité du son. L'image sera vraisemblablement de meilleure qualité, mais comme je suis obligé de parler avec mes oreillettes, du coup, peut-être que ça sera un petit peu plus difficile pour vous d'essayer de me comprendre. Donc vraiment, je suis désolé et le montage sera vraisemblablement un petit peu plus simplifié. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu détente et en fait, on va essayer de parler ensemble un petit peu d'un genre de top 10 des choses les plus insupportables chez les Français et en France. Voilà, c'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé par mes élèves. Donc en fait, cette vidéo sera divisée en deux. Pour un petit peu plus d'impartialité, on va faire un top 10 des pires défauts des Français et de la France et un top 10 des meilleures qualités. Donc ce dont je vais vous parler, ce sont des aspects que j'ai souvent abordés avec mes élèves et puis un petit peu mes expériences personnelles par rapport à ce sujet. Donc il y a un petit peu de ma perception personnelle dans ce top 10, mais également des choses qui ont pu être données par certains de mes élèves. Il n'y a pas de classement, l'ordre n'a absolument aucune importance dans la vidéo. Pour ma part, tout ce dont je vais aborder dans cette vidéo est à peu près équivalent en termes de défauts et de choses qui m'énervent personnellement par rapport à la France, et on va voir tout cela ensemble. Alors, le premier défaut, bien sûr, qui je pense est le plus naturel, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va énormément ressentir dans les conversations que l'on va pouvoir avoir par rapport à ce défaut, c'est l'administration française. Oui, en fait, je sais même pas par quoi commencer par rapport à ce sujet-là, parce que quand on pose la question à nos élèves étrangers, c'est vraiment le thème qui ressort majoritairement. Les fonctionnaires, l'administration française, entre le fonctionnaire qui vous insulte, celui qui ne veut pas faire le service que vous lui avez demandé, celui qui est raciste, celui qui ne parle pas anglais, etc. Enfin, vraiment, j'ai des tonnes d'expériences. Je peux vous raconter par exemple une anecdote. Quand j'étais jeune étudiant, j'ai fait un stage chez un éditeur de bande dessinée. Je travaillais au secteur des ventes de droits à l'étranger, et un jour en fait mon chef m'a demandé d'aller aux impôts spécialités pour les entreprises, de faire tamponner en fait des papiers pour être régularisé. Et donc en fait j'avais à peu près une dizaine de papiers comme ça que je devais aller faire tamponner au service des impôts. Et donc du coup, je suis allé au service des impôts, c'était je me rappelle même plus, dans le 6e ou le 7e arrondissement, quelque chose comme ça. J'ai pris un ticket et j'ai attendu pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, en fait, on m'a fait arriver dans une salle qui était entièrement vide. J'arrive au guichet et je vois personne. Donc je regarde comme ça, je regarde à droite, à gauche, et je vois vraiment personne, et je me dis mais c'est bizarre. Et du coup, en fait, au fond de la salle, derrière le guichet, je vois en fait un groupe de personnes qui étaient en train de discuter, en train de rigoler. C'était là, ils étaient en train de discuter. C'était des employés en fait du service des impôts, et ça a duré en fait pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes en fait je suis resté devant mon guichet et personne n'est venu me voir, me chercher. Et donc du coup à un moment donné je fais excusez-moi, il y a quelqu'un, et donc du coup il y a quelqu'un qui est arrivé un petit peu agacé que je le sorte de la conversation avec ses amis, et il me dit oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et je lui dis voilà, j'ai besoin de tamponner ces papiers là. Et donc il me dit d'accord, il regarde, il les feuillette comme ça pendant assez longtemps d'ailleurs. J'étais très surpris. Et puis il me dit ah non mais vraiment avec un air vraiment très très grave. Il me dit ah non mais en fait ça va pas pouvoir être possible. Vraiment en fait là je peux vous faire qu'un seul papier. Mais si vous voulez que je vous fasse les autres, faut revenir demain. Je dis mais pourquoi? Enfin je veux dire vous avez juste à tamponner 10 papiers. Enfin je veux dire il y a rien. Ah non mais là un seul, d'accord, deux, mais là il y en a beaucoup trop. Non, faut vraiment que vous reveniez pour qu'on prenne un rendez-vous particulier pour ça et tout. Je dis mais attendez, mais c'est n'importe quoi. Vous avez juste à prendre votre tampon à tamponner. Et donc du coup à force d'insister, il a fini par me le faire. Il a beaucoup râlé. Il a fait
là, c'est pas possible, c'est honteux, c'est n'importe quoi, etc. Mais il a fini par me le faire, et donc du coup, oui, vraiment, cette anecdote montre vraiment que il y a un problème vraiment dans l'administration française. C'est pas la première fois que j'ai ce type de problématique, que ça soit pour faire un passeport, une carte d'identité, pour faire un extrait d'acte de naissance, etc. Bon, vous avez la vidéo, vous savez, du Palmacho, où il essaie de faire sa carte vitale, et c'est le parcours du combattant. Voilà, donc ça, malheureusement, c'est l'administration française. Donc on va en arriver au deuxième point de ce top. Les Français râlent beaucoup. Je crois que si vraiment il y a quelque chose qui revient de mes conversations, vraiment beaucoup, qui revient beaucoup dans les conversations avec mes élèves étrangers, quand je leur demande de me citer un défaut chez les Français, c'est le fait qu'ils râlent beaucoup et qu'ils se plaignent tout le temps. Et franchement, c'est vraiment pas un mythe, parce que moi-même, qui ai la nationalité française, je suis quelqu'un qui râle vraiment souvent. Voilà, ma femme, elle me le dit souvent. On râle pour tout. Vraiment. Ah, aujourd'hui il ne fait pas assez beau. Ah, aujourd'hui il y a de la pluie. Ah, aujourd'hui il fait trop chaud. Ah, aujourd'hui il y a trop de vent. Ce n'est jamais assez bien. Et vraiment, il y a un vrai problème par rapport à ça. À chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on va râler. Un vrai problème chez les Français, c'est lorsqu'on demande de faire une action, par exemple, je sais pas moi, de prendre une chaise, d'ouvrir une bouteille de vin, etc. Et qu'on ne veut pas le faire. On va tout le temps râler. On va râler, mais on va finir par le faire quand même. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, on est beaucoup caractérisé comme des enfants gâtés, parce que comme on râle mais qu'on finit par le faire, du coup on n'est pas pris au sérieux au niveau du fait que l'on râle. Donc on pense souvent que c'est juste, voilà, c'est râler pour râler. Nous sommes un peuple de râleurs, on est caractérisé comme cela à l'étranger. Moi qui ai travaillé dans le tourisme, je peux dire qu'on a très mauvaise réputation, les Français, à l'étranger. On a vraiment énormément de progrès à faire par rapport à ça. Alors, troisième sujet par rapport à ce top, les grèves. Alors, c'est un sujet un petit peu particulier. Bon, je vais le prendre un petit peu à la rigolade, hein, parce que c'est pas une vidéo qui a pour but d'être sérieuse, mais c'est vraiment un sujet qui revient en boucle, et mes élèves étrangers, en fait, quand ils arrivent en France et qu'ils commencent les cours avec nous, ils comprennent pas du tout. Enfin, je veux dire, ils nous disent mais je comprends pas, il y a tout le temps des grèves, il y a tout le temps des manifestations, c'est très étrange par rapport à mon propre pays. Et c'est vrai qu'ils me disent mais est-ce que la France est tout le temps en grève? Alors, c'est vrai qu'on est un pays qui a la réputation, enfin nous en tout cas les citoyens français, nous avons la réputation d'être souvent en grève, de faire souvent des grèves. Et donc ça rejoint un petit peu le numéro 2 de ce top 10, c'est qu'en fait comme on est des gros râleurs, du coup en fait le moindre changement est propice à faire une grève. Par exemple, si on décale d'une heure un horaire de travail, ça va être tout de suite ça. Et si par exemple on donne pas de prime, ça va être la grève des éboueurs. Je pense qu'en fait on doit être le seul pays où un syndicat peut faire grève parce que le syndicat d'à côté a fait grève avant eux. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu cet ordre d'idée. On a cette réputation, ce n'est pas galvaudé. Je pense qu'avec les Français, on adore faire la grève. Alors, numéro 4 de ce top 10, les vols et l'insécurité. Alors ce sujet revient très régulièrement dans les discussions que l'on peut avoir avec nos élèves. Beaucoup de nos élèves sont surpris et toujours surpris par l'insécurité qui peut régner dans Paris, à Marseille, etc., à Lyon, dans la plupart des grandes villes en fait, et qu'ils sont régulièrement la cible de vols, souvent dans les transports en commun. Beaucoup d'entre eux se sont déjà fait voler une ou deux fois leur téléphone, souvent des femmes, dans le métro ou dans le RER pour le cas de Paris. Souvent aussi, ils se font voler de l'argent directement dans leur sac, parce qu'en fait, les personnes asiatiques ont la réputation de transporter de grosses sommes d'argent sur eux. Donc du coup, ils sont la cible privilégiée des vols et des pickpockets. C'est un problème récurrent. Personnellement, je suis assez d'accord pour dire que, par exemple, pour la ville de Marseille, je ne m'y sens jamais en sécurité. En fait, j'ai toujours l'impression qu'un type peut péter un câble à n'importe quel moment, sortir un couteau et juste te demander l'heure. À Paris, j'ai plutôt l'impression qu'on est relativement en sécurité, surtout au centre, même si j'ai cette impression, parce que je ne suis pas quelqu'un d'asiatique, qui n'a pas l'apparence d'un asiatique. Beaucoup d'entre eux, de mes élèves, m'ont dit qu'à peine descendu de l'avion, une personne avait déjà mis la main dans leur sac pour leur voler leur portefeuille, dans les couloirs
couloirs du métro, donc vraiment au niveau expérience, c'est pas terrible. Depuis qu'ils m'ont expliqué ces anecdotes, je fais beaucoup plus attention et c'est vrai que je vois des gens qui ont l'air vraiment louches dans les métros, qui ont un comportement très très bizarre, qui sûrement regardent quelles sont les personnes qui peuvent voler. Donc je fais beaucoup plus attention et c'est vrai que je vois de plus en plus de pickpockets dans les rues ou dans les métros ou dans le RER dans les grandes villes. Et franchement, la France, carton rouge là-dessus. Ah, alors ça, ce sujet, donc le numéro 5, prendre une décision, c'est quelque chose vraiment, ça m'énerve. Depuis que je suis marié avec ma femme, qui est asiatique, et donc qui m'a fait rencontrer ses amis, etc., et maintenant je fréquente beaucoup plus de personnes étrangères, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux par rapport aux Français, c'est que les Français sont incapables de prendre une décision simple. Il y a qu'à voir notre gouvernement par rapport à certains sujets, il faut passer devant une commission, il faut repasser devant une commission, il faut demander à nouveau pour être sûr. Et ça repart en commission pour inventaire. Je vais vous donner un exemple. La région en France, quand on a remodelé un petit peu les régions, du coup on a fusionné certaines régions, etc. Et donc on a dû donner des noms. Et par exemple pour la région de Bretagne, celle-ci, elle a payé une entreprise plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai pas la somme exacte, mais ça devait être un truc comme entre 200 000 et 300 000 euros, quelque chose comme ça. Elle a payé une entreprise pour essayer de trouver un nom nouveau pour la région. Et l'entreprise, après plusieurs mois de réflexion, un truc comme 6 ou 7 mois de réflexion, elle a fini par prendre une décision et on a décidé qu'on allait appeler la région Bretagne. Voilà, 300 000 euros pour essayer de trouver, pour prendre cette décision. Donc, je ne sais pas si ce sont les Français qui ont peur d'être responsables de leurs décisions. Donc, en gros, ils ne prennent pas de décision parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les tienne pour responsables plus tard, qu'on les accuse d'avoir pris cette décision, etc. Ou si on est un pays extrêmement lent par rapport au fait de prendre des décisions. Moi, je vois cela à tous les niveaux, à toutes les échelles, vraiment de tes amis qu'il faut prévenir des mois en avance pour un simple verre dans un restaurant. Moi, je suis sûr qu'ils font passer leurs décisions devant une commission. À ton patron qui ne sait pas s'il faut changer la couleur de son bureau en rouge ou en vert et qui finit par demander à une entreprise extérieure de prendre la décision pour lui. Franchement, c'est même pas une caricature. Plus je vis avec des personnes étrangères, plus je me rends compte qu'avec les Français, c'est très difficile de leur faire quelque chose rapidement. Il faut toujours non, il faut prendre un temps de réflexion, on peut pas décider ça tout de suite, etc. Si je devais vraiment faire une caricature, je dirais que même pour boire un verre d'eau, ils vont se poser la question de savoir s'il faut qu'ils boivent un verre d'eau. Donc vraiment, les Français, vous avez un gros problème pour prendre des décisions. Alors du coup, peut-être que le cinquième de ce top 10, la peur de prendre des décisions, vient peut-être de ce numéro 6, donc la peur du changement, parce que les Français ont vraiment cette problématique, vraiment c'est la peur du changement, de tout ce qui est imprévu. En fait, vous vous demandez peut-être parfois pourquoi les Français font la grève, s'ils râlent, etc. Ben, je pense sincèrement que c'est parce qu'ils ont une peur farouche du changement. Le Français, en fait, c'est quelqu'un qui a ses habitudes, qui aime ses habitudes et qui aime son petit train-train quotidien. Il va au café, il va chercher sa baguette, il prend sa voiture exactement à la même heure, le même jour, au même moment. En fait, c'est pas quelqu'un qui aime l'imprévu. Imaginez en fait qu'au moment où il va dans la boulangerie tous les jours tous les jours à 8h du matin, etc. pour aller prendre sa baguette, qu'il peut pas prendre par exemple sa demi-baguette au pavot, bah, il va devenir fou. Et ça va être en mode appelez-moi le patron, c'est une honte, etc. C'est vraiment le Français est quelqu'un qui a l'habitude chevillée au corps. Il déteste l'imprévu. Donc la moindre réforme, on gueule, le moindre changement de loi, on gueule. Mais en fait, le pire dans tout ça, vous savez, c'est ça qui me fait marrer. Les Français vont gueuler si on va essayer de faire passer une loi. Mais une fois que la loi est passée, on va dire, 10 ans après, un nouveau président ou un nouveau gouvernement va essayer de changer cette loi pour la remettre comme elle était avant. Et les Français vont gueuler à nouveau. Parce qu'en fait, grossière erreur, le Français, il s'est habitué à la loi et donc il va gueuler par rapport au changement. Voilà. Alors, ce septième sujet, donc le numéro 7 de ce top 10, les services. Alors, c'est un sujet qui est énormément ressorti lorsque j'en parle avec mes élèves. Ils m'ont beaucoup parlé, en fait, de leur critique des services en France. Alors, ça rejoignait aussi le fait qu'ils se plaignaient de comment est l'administration française en général. Ils se plaignaient beaucoup des fonctionnaires. Mais il se plaignait également aussi des services en dehors de ce qui peut être géré par l'État, notamment les opérateurs téléphoniques, les supermarchés, les restaurants, etc. Apparemment, en fait, ils faisaient la comparaison avec leur pays où on peut tout payer en fait pour que les gens en fait fassent tout à leur place.
En fait, ils n'ont pas trop l'habitude de s'en occuper personnellement. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui les rebute et qui les dérange, surtout que dans leur pays, il n'y a peut-être pas toute la lourdeur administrative qui peut exister en France. En gros, ils me disaient, tu payes, t'as ton service, point. Tu t'occupes plus du reste. Ils font tout pour toi. Donc vraiment, ça, si c'est vraiment le cas, c'est vrai que c'est bien plus supérieur à nous. Ma femme m'a même parlé, même si c'est peut-être un petit peu caricatural, mais bon, je trouve que c'est quand même marrant. Ça montre vraiment que dans d'autres pays, ils ont le sens des affaires. Elle m'a expliqué que dans son pays, on peut aller dans un restaurant et s'il n'y a pas en fait ce que l'on veut à la carte, le patron du restaurant est prêt à aller dans un autre restaurant, enfin, ou d'aller commander carrément le plat que vous voulez pour que vous le mangiez chez lui, vraiment pour éviter que vous alliez ailleurs. Donc on va dire que vraiment en France, il est vrai savoir qu'on n'ait pas trop l'esprit commercial. Et j'en ai vraiment un exemple très frappant. Une fois à Marseille, j'étais avec un groupe d'amis, on devait être à peu près 8 personnes, et on voulait manger dans un restaurant, on n'avait pas réservé, c'est vrai, mais bon, je veux dire, c'était en semaine, c'était pas non plus un moment particulièrement... C'était pas un moment où vraiment il y avait beaucoup de monde. On arrive dans un restaurant et on a vu en fait qu'il n'y avait pas assez de place en fait pour que l'on soit tous les 8 ensemble à une même table. Ce qui était un petit peu dommage. Et donc en fait sur ce restaurant il y avait un étage en fait où là par contre il y avait des tables où on pouvait être tous ensemble. Et donc j'ai dit à la serveuse on peut pas manger au premier étage. Et là la serveuse dit ah non le premier étage c'est fermé. Là on fait le service que ici. Ça peut pas être utilisé, donc c'est comme ça, et puis voilà. Et là j'ai dit ok, dans ces cas-là, on s'en va, hein, tant pis pour vous. Voilà, 8 personnes quand même, hein, c'est pas rien, hein, c'est quand même beaucoup. Et des cas comme ça, j'en ai eu plein en France, dans les restaurants. Vraiment, parfois on a l'impression qu'on les emmerde. C'est vraiment, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est un restaurant, et on est là pour manger, ils sont là normalement pour nous servir, et quand on arrive, on a l'impression parfois qu'on les emmerde. Donc vraiment, il y a cette espèce de choses où j'ai l'impression qu'en France, on veut pas gagner d'argent en fait. Ça n'intéresse pas. Voilà. Donc les services. Alors, ce huitième, la fainéantise. Donc, c'est souvent une thématique qui ressort. Souvent, j'ai des élèves, surtout, en fait, on a pas mal d'élèves qui travaillent en France et qui ont besoin d'améliorer leur français ou de le rafraîchir. Et ils me parlent souvent, en fait, de leurs anecdotes, de leurs observations, et surtout du fait que les Français font énormément de pauses café ou de cigarettes. Et ils sont très très surpris par ça. Alors, beaucoup de mes élèves interprètent cela comme de la fainéantise, le fait que les Français font ces pauses pour pas travailler, ils cherchent des prétextes pour ne pas travailler. Alors, je ne veux pas faire de polémique, mais il est vraisemblable que dans l'administration française, ce soit le cas. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur vision en entreprise, dans le privé. En fait, il faut savoir, par exemple, que moi, en tant que chercheur en histoire, j'ai dans le cadre de mes recherches, dû utiliser des données de l'OCDE. Et l'OCDE, qui est un organisme libéral, dont le marqueur politique est plutôt ancré à droite, enfin centre-droit, on va dire, j'ai pu voir en fait que tout au long de l'histoire et récemment, les Français en fait sont parmi les plus productifs de l'OCDE en pourcentage des heures travaillées. Si vous prenez la moyenne d'heures travaillées par semaine des Français, c'est à peu près 36 heures. Sur ces 36 heures-là, on est la population qui produisons le plus. C'est-à-dire que si vous prenez les Allemands, les Portugais, etc., et que vous les faites travailler exactement le nombre d'heures que nous, c'est-à-dire 36, ils seront moins productifs que nous. Mais ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est moins productif, c'est parce qu'en fait, on travaille moins en moyenne. C'est-à-dire que nous, on travaille 36 heures, quand par exemple certains Allemands vont travailler 40 heures, et les Grecs, par exemple, 44 heures. Mais vous savez, par exemple, les Français sur 36 heures produisent plus que les Grecs sur 44 heures. Donc il faut se méfier des espèces de mythes où il faut forcément être devant son bureau pour être productif. Ce qui est important, en fait, surtout de calculer, c'est la production effective et non pas la présence officieuse devant son bureau. Moi, je vois beaucoup de gens qui semblent travailler devant leur bureau, mais qui sont en fait sur Facebook. Et ça, vous pouvez pas le vérifier, sauf si vous avez installé un logiciel sur l'ordinateur qui est capable de le voir. Des gens qui vont souvent aller boire un café ou aller fumer une cigarette quelques minutes et qui reviennent, si ça se trouve, ils ont besoin de ça pour ensuite pouvoir refaire des pics de production. Moi, ça me dérangerait pas si j'avais un salarié qui faisait 2 heures de production totale, prend une pause de 5 minutes, revient, refait encore 2 heures de production totale, etc. Et du coup, il est très productif. Plutôt que quelqu'un qui prend jamais de pause, mais qui va travailler 1 heure et pendant 3 heures va être sur les réseaux sociaux. Donc c'est un sujet qui est pas évident, qui n'est pas facile à comprendre. Je pense que je ne crois pas que les Français soient fainéants,
mais je pense que les Français ont d'autres priorités dans leur vie. Je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais par rapport à mon cas personnel, je pense que, et par rapport à mes amis, je pense que les Français, globalement, sont des gens qui ne trouvent pas leur bonheur dans l'argent, dans le gain d'argent, ça ne les intéresse pas, ou dans l'ascension sociale par l'argent, mais plus dans l'idée de faire un travail qui ait du sens. Donc souvent, ils ne vont pas vouloir travailler ou ne pas vraiment vouloir s'investir parce qu'ils vont faire un métier qui ne les émancipe pas, qui ne les épanouisse pas ou qui les emmerde profondément. Voilà. Donc c'est pour un petit peu vous expliquer la mentalité française par rapport à ça et cette idée qu'on a l'impression qu'ils sont fainéants, alors que je pense que c'est pas qu'ils sont fainéants, mais c'est qu'ils ont un manque de motivation. Voilà. Alors, ce neuvième sur ce top 10, donc ce neuvième sujet sur le top 10, les Français ne savent pas parler anglais. Alors, pour ce thème-là, il n'y a pas de mythe, hein, les Français ne savent certainement pas parler anglais. Ils ne savent pas parler anglais en entreprise, ni dans l'administration, ni dans les restaurants, ni dans les supermarchés, nulle part. Bon, je caricature un petit peu, je pense que les nouvelles générations savent de mieux en mieux parler anglais, notamment parce que maintenant ils sont bercés par les séries américaines, etc. Malgré tout, le nombre de fois où j'ai dû faire la traduction pour une caissière, pour un barman, pour un magasin de vêtements, pour que les personnes qui parlaient en anglais puissent se faire comprendre, j'ai vraiment un nombre incalculable de fois on m'a dit hey, « Est-ce que tu sais parler anglais ?» que ça, je comprends pas ce que la personne me dit, etc. La France n'est pas le seul pays qui possède ce défaut. En Europe, tout du moins, il y a aussi l'Italie. En Italie, vraiment, c'est très rare de trouver des gens qui parlent anglais. L'Espagne et le Portugal, ça commence à changer. Bon, en Allemagne, ils parlent tous anglais. Hein. Enfin, c'est très très rare de trouver des gens qui savent pas parler anglais. En Hollande aussi. En Belgique, c'est très international, donc il n'y a pas de problème. Quand vous allez, par exemple, en Grèce, tout le monde sait parler anglais, mais même un petit vieux dans un magasin, il sait dire 2-3 mots. Enfin, je veux dire... Il trouve que c'est important parce que, je veux dire, c'est le commerce, c'est le business, il veut pouvoir vendre ses objets, que vraiment n'importe quel vendeur sait dire quelques mots ou au moins comprendre ce que le client lui dit. Moi, je vais vous donner un exemple, là, il n'y a pas plus tard que 3 jours, et pourtant, vraiment, je suis sur une île. Je suis sur une île, dans une ville qui doit faire 8000 habitants. Je suis allé dans un magasin et la vendeuse m'a parlé en anglais du début jusqu'à la fin pour m'acheter un pull. Et vraiment, mais jamais vous aurez ça en France, alors que elle est grecque et que moi je suis français, et on a pu se parler en anglais. Et vraiment, le nombre de fois où dans des magasins de vêtements en France, c'est impossible de parler en anglais. Vous voyez les étrangers qui galèrent à chaque fois pour essayer de leur expliquer ce qu'ils veulent. C'est vraiment très compliqué. Et d'autant plus en dehors de Paris, parce que là, vous prenez le cas de Paris, dans Paris ça va, mais dès que vous sortez de Paris, vous pouvez oublier, vraiment, vous pouvez oublier que les gens sachent parler anglais. Vraiment, la France est très étrange, et les seuls endroits en fait en France où on va parler bien anglais, et on va parler plusieurs langues, c'est les magasins de luxe. Quand vous allez chez Louis Vuitton, Chanel, etc., sur les Champs-Élysées, tous les vendeurs savent parler anglais, mais parfaitement. C'est normal, c'est comme ça, ils savent parler chinois aussi, parce qu'il y a beaucoup de clients chinois qui vont venir. Mais si vous sortez de ce cadre-là, ils sont perdus, ils n'ont pas de formation. C'est vraiment, pour moi, c'est très étrange. Je trouve ça vraiment mais lamentable en France. Pour un pays qui se dit fier, qui annonce partout qu'il est l'un des pays les plus visités au monde, qui a presque 100 de millions de touristes par an, peut-être un peu moins maintenant avec le Covid, mais quand même, et qui base une partie de son business, enfin de son commerce, notamment les restaurants, etc., les bars dans Paris, et dont les serveurs ne savent pas parler anglais, mais ça la fout vraiment mal. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça honteux. Et donc numéro 10 pour finir donc de ce top 10, les Français se prennent pour le centre du monde. Ça vraiment c'est quelque chose qui me fait rigoler maintenant, et je le sais hein, parce que j'ai encore cette problématique, c'est que les Français sont persuadés que ce qu'ils ont, ce qu'il y a dans leur pays, c'est totalement normal et tous les autres pays devraient avoir exactement la même chose. Quand ils vont à l'étranger, ils se demandent pourquoi c'est pas comme chez eux, mais c'est vrai que globalement, les Français ont toujours l'impression que tout ce qu'ils ont c'est normal et que c'est comme ça et que tout est comme ça partout ailleurs. Ils ont vraiment pas du tout d'ouverture d'esprit par rapport à ce qui se passe ailleurs. Toujours chez moi, mon village, mon endroit, etc. Si vous prenez la majorité des Français, vraiment, ils sont très très
Ils ont vraiment l'esprit très auto-centré par rapport à ça. Et ça explique peut-être également pourquoi les Français ne savent pas parler anglais. C'est parce que comme ils ont l'impression d'être le centre du monde et que leur pays est le plus important, le plus grand, etc., blablabla, le plus beau, bah, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de s'adapter par rapport au changement. En fait, il faut vraiment bien comprendre que le problème du français, du citoyen français, c'est qu'il a un rêveur nostalgique du passé. D'un passé où la France était une grande puissance, un grand empire colonial, et un grand empire économique mondial, etc., et qu'on imposait notre volonté au monde. Le problème, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'impose plus notre volonté du tout. Cette réalité, elle a été dépassée par d'autres pays qui sont devenus beaucoup plus importants que nous. Nous restons quand même, globalement, une grande puissance économique et une grande puissance militaire, relativement à la puissance que nous étions au 19e siècle, par exemple, au début du 20e siècle, ça n'a rien à voir. Et j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette espèce de passé, qu'on n'arrive pas à l'oublier, qu'on n'arrive pas à se dire, bon, maintenant c'est fini, c'est plus ça, on n'est plus ça, maintenant on est autre chose. Il faut en faire le deuil de ce passé-là et échanger, essayer de prendre le mouvement de notre siècle, mais on n'y arrive pas. Ils pensent toujours être ce grand empire colonial centenaire, cette grande puissance. Et c'est pour ça que le français se prend encore pour le centre du monde culturel, qui n'est pas quelque chose de particulièrement bon, par exemple, pour le commerce international. Et voilà, donc c'était tout donc pour ces 10 défauts révélés par mes élèves ou par moi-même, par mes expériences personnelles. Donc en droit de réponse à cette vidéo, donc, et pour ne pas laisser les choses sans argument opposé, je vais réaliser donc la semaine prochaine une vidéo donc sur les 10 plus grandes qualités de la France et des Français, car malgré tout, bah on l'aime quand même ce pays, hein. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne donc pour ne rien manquer, de mettre la petite cloche pour être au courant des nouveautés de la chaîne. Et allez, ciao et bonne fête!